Pilar nous offre chaque année un moment exceptionnel qui relie le mot, la parole, à la musique. Et c'est essentiel car l'opéra est basé là-dessus, le leader est basé là-dessus, le mot est essentiel en musique. Il a inspiré les plus grands de Schubert à Puccini. Ce qui me touche beaucoup, c'est que Pilar, cette année, nous a proposé de parler de Maria Callas. Évidemment, quand on dit Callas, on pense Verdi, mais on pense aussi à Puccini. Cette année, nous célébrons Puccini. Et le lien de cette lecture, de maintenant, avec le concert de Erwin Schrott, évidemment, cet après-midi, le répertoire c'est le tango, mais Erwin Schrott a chanté dans les plus grands opéras de Verdi, de Puccini, etc. Donc nous sommes en plein maintenant. Et notre festival, c'est le festival du beau chant. Mais aussi du piano, je suis pianiste. Mais voilà, c'est pour vous dire que vraiment, j'ai la plus grande gratitude pour Pilar de la Vérodière, qui est une femme exceptionnelle et une mécène extrêmement généreuse. Je voudrais souligner la présence aujourd'hui de Leonardo Garcia Alarcón et de Mariana Flores. Là aussi, nous sommes en plein dans tout ce que l'opéra, ce que la musique peut offrir. Le baroque qui a démarré le festival, mais nous finirons au jazz. Finalement, le baroque au jazz, ça c'est de la musique. Donc je remercie encore Pilar, je vous souhaite un très beau moment littéraire et je vous attends tous. Attention, c'est à 18h aujourd'hui. L'église au Boucheron, Erwin Schrott, Rojo Tango. Merci Pilar. Ils arrivent de Buenos Aires aujourd'hui. Voilà, c'est la journée de l'Argentine. Voilà. Je m'appelle Anna-Sofia Calogero-Clos, raccourci en Calos, puis en Callas. Mais on m'appelle plus volontiers la Callas, anagramme presque parfait de la Scala. Je suis né le 2 décembre 1923 à Manhattan, New York. Mes parents, grecs, avaient émigré en Amérique. Je suis morte le 16 septembre 1977. Je n'avais que 53 ans. Ma tombe se trouve au cimetière du Père-Lachaise à Paris. J'ai bouleversé l'art lyrique du XXe siècle en ajoutant un jeu d'actrice à celui de chanteuse d'opéra. Mon œuvre est pléthorique. J'ai interprété 42 rôles, chanté dans 595 représentations. J'ai enregistré 26 intégrales d'opéra, dont Anna Bolena, Aida, Don Carlos, I Puritani, Tosca, etc. Les critiques m'avaient surnommé la Voix d'Or, et Leonard Bernstein, le compositeur, chef d'orchestre et pianiste américain, la Bible de l'opéra. Visconti, un grand ami, un géant de la mise en scène, dira « Toutes les Traviatas auront un peu de la Traviata de Maria. Les futures Traviatas seront des violettes Maria. C'est fatal en art lorsque quelqu'un enseigne quelque chose et Maria a enseigné. » Dans l'acte 3 de Traviata, Addio del Passato, la Callas risquait un son laid parce qu'elle y voyait un cri, le sanglot d'une mourante, la détresse d'une malade, Violetta, ravagée par la tuberculose. Callas avait l'air fatigué ce soir, écrivit la critique. C'était exactement l'interprétation de Violette que je voulais transmettre au public. Ou encore dans Norma, la presse écrit « La soprano Maria Callas a exécuté le rôle avec un sens dramatique convaincant, par son intelligence, son habileté à exploiter ses extraordinaires qualités vocales, tant dans la souplesse que dans la modulation des phrases mélodiques. Cette jeune artiste, on est en 1947 je crois, s'impose selon les principes du bel canto les plus stricts. Et plus loin, la Callas cultive une voix puissante, stable, d'un timbre agréable, éclatante dans les fortis et très douce dans les nuances. Norma est son opéra préféré, dont elle connaît par cœur les interprètes du passé, dont la Malibran. Outre la prêtresse implacable, elle incarne aussi la femme amoureuse et déçue, la mère, la vie. Voilà tout ce que vous devez transmettre au public. Quelquefois, on a des surprises. C'était dans Lucia de la Mer Mort, au Metropolitan à New York.
Le baryton n'en finissait pas de pousser sa note. « Basta !» lui dis-je. Les journalistes américains au premier rang entendent « Busted !» nous filent la une des journaux du lendemain. On revient de loin. Vous vous rappelez sans doute la remarque de Tullio Séraphin, le chef d'orchestre et le plus grand connaisseur de voix lyrique de l'époque, quand Callas se présente pour être engagé à la Scala. « Maria, vous avez une voix extraordinaire, mais des défauts de prononciation rédhibitoires. » Et il lui conseille de faire ses griffes en province, parce qu'on se fait un métier pas à pas. Il faut dire qu'à l'époque, son italien est approximatif, avec un accent bizarre, gréco-américain. Physiquement, quand elle se présente, elle est grosse, avec des lunettes de myope, mal fagotées, boudinées et flanquée d'un vieux vin. Elle deviendra l'interprète mythique de Norma. Personne n'a jamais réussi à chanter Casta Diva avec cette force, cette tristesse poignante, modelée par une voix qui devenait étrange et affligée. Elle est perfectionniste, méticuleuse en tout, avec la plus stricte application. Elle suivait des répétitions d'orchestre, participait aux discussions avec l'éclairagiste, et quand le plateau était désert, elle montait sur les planches afin de préciser ses gestes et ses déplacements. Son chant est intelligent, raffiné, moderne, et comme tous les chefs-d'œuvre, il n'est pas marqué par le temps. Madame de Hidalgo, le seul professeur que je n'ai jamais eu, me disait docile, intelligente, travailleuse, très musicienne et très musicale. Sa voix, son interprétation sur scène était magique. J'ai également eu le bonheur de travailler avec Pasolini, cher Pasolini. Il me fit tourner dans le seul film dans lequel je n'ai jamais joué, Medea, que j'avais interprété sous la direction de Visconti, dirigé par Bernstein à la Scala. La Scala, foulez les planches de la Scala. Imaginez un public chevronné, expert, exigeant, injuste et même cruel. Un jour où je me penchais pour ramasser des fleurs sur la scène, je suis très myope, j'ai saisi une botte de radis et un navet jeté par un spectateur mécontent. Les méchantants disaient « La cala s'enrichit tous les marchands de légumes de la ville ». Imaginez aussi le passé prestigieux de la Scala, avec Caruso, Schwarzkopf, Pavarotti, Cavalier, Domingo, etc. Revenons à la masterclass. Nous sommes ici pour travailler. Vous n'êtes pas au théâtre. C'est une salle de classe, c'est une leçon de chant. Chanter est une chose sérieuse. Nous allons travailler. Notez sur votre partition ce que j'indique, car dans 5 ans, vous ne vous en souviendrez plus. Et surtout, suivez la partition. Chanter, c'est projeter, c'est comme parler. Les gens ne savent plus écouter, ils veulent que ça hurle. Il faut être logique dans l'opéra, car cela donne la crédibilité qui persuade le public qui vous sera alors acquis. Pour écouter, il faut de la concentration. Si vous ne m'entendez pas, c'est de votre faute, vous n'êtes pas concentré. Vous avez peur de moi? Je ne mords pas, je vous promets, j'aboie. J'aboie même bien, mais je ne mords pas. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Que je chante? Non. Bien. Lorsque j'étais élève, je n'ai jamais manqué un cours. J'étais même en avance. Je ne voulais plus quitter le conservatoire. Je ne vivais, je ne me nourrissais, je ne rêvais que de musique. La musique, c'est une discipline. Je me souviens que lorsque Maestro Séraphin décide de me confier le rôle de Elvira dans Puritani à Venise, j'apprends le rôle par cœur en 1 semaine. J'interprète alors en alternance 3 Valkyries et 5 Puritani en 12 jours. Puis encore 2 Valkyries à Palerme, 4 Turandot à Naples, et enfin mes débuts dans Kundry du Parsifal de Wagner à Rome. Il y en a trop qui recherchent la facilité et les raccourcis. Eh bien, non. Dans le chant, je voulais que ma voix fasse toujours ce que je voulais moi. Mais l'organe vocal est ingrat.
et il ne te rend pas tout. Il est rebelle et ne veut pas être commandé ou dominé. Il veut toujours s'échapper. Si vous voulez faire une carrière comme la mienne, j'entends, je ne dis pas ça par vanité, je ne suis pas quelqu'un de vaniteux, vous devez vous laisser asservir. Asservir, c'est le mot. Asservir par la musique et seulement par la musique. Vous êtes là pour la servir, pour servir le compositeur. Le compositeur est Dieu. Il faut connaître la partition à fond, vous la récitez à vous-même. La musique, c'est aussi travailler 20 heures par jour, surmonter ses doutes et ses angoisses, et quand on y arrive, il faut être sublime. À Athènes, c'était pendant la guerre. Je me couchais souvent le ventre vide. Ça ne m'empêchait pas d'aller à pied au conservatoire chaque jour, 6 jours par semaine, aller et retour, et quelquefois les pieds en sang parce que je n'avais pas de chaussures convenables. Je ne dis pas ça pour faire du mélodrame, oh non, je vous le dis pour vous montrer qui je suis et qui vous devez être. Travail, discipline, courage, sacrifice, ici, là, dans le ventre. Voilà ce que je veux dire. Le travail est un remontant formidable. À chaque engagement, on s'aguerrit, on s'enthousiasme et l'on se convainc de ce que l'on peut faire. La critique sera unanime. Après Tristan et Iseult, La force du destin, Turando et Aïda, je suis proclamée nouvelle diva, divine. Pour mériter ce compliment, il faut veiller à tout. À la voix, bien sûr, au costume qui pourra évoluer, à la perruque, au maquillage qui s'adaptera au costume, et même à la poussière sur scène, et bien entendu aux autres chanteurs et à l'orchestre. Il faut se souvenir que l'action scénique vient au second plan et qu'elle ne doit pas détruire, sacrifier ou déranger la musique. Certaines productions d'opéra où les metteurs en scène se préoccupent surtout de faire du théâtre sont impropres. L'opéra n'est ni le cinéma, ni le théâtre. Une carrière à l'opéra exige une concentration absolue. Vous êtes là pour écouter une leçon de chant et mes souvenirs. Pas pour me regarder moi, oui, moi, je suis invisible. Le moindre détail. Vous croyez que j'exagère? Pas du tout. Si jamais vous deviez vous produire dans les plus grands opéras, je veux dire le Colonne, la Scala, Covent Garden, le Metropolitan, mais aussi le Yacht Club de Gstaad, vous croyez que c'est facile, une grande carrière? Le look. C'est très important d'avoir un look, du style, de la classe, de la griffe, une signature qui souligne la personnalité pour que les gens se souviennent de vous. Chaque artiste, c'est exceptionnel. Or, il y en a des centaines, des milliers qui étudient, courent, s'agitent. Vous croyez que les gens se souviendront de vous si vous n'avez pas de look? Je n'ai jamais eu cette arrogance. Je savais que je n'avais pas de look. Et je m'en suis fabriqué un. Je ressemblais à un éléphant dégonflé, à une baleine. Je me suis métamorphosé en une Audrey Hepburn, racée, lancée, sophistiquée, à l'italien parfait. Trouvez votre look le plus vite possible. C'est bien plus facile que les vocalises. Ou peut-être pas, quand on pèse 150 kilos comme certains chanteurs que je ne nommerai pas, ça peut s'avérer difficile. Vous voyez, je peux être drôle quand je veux. Passons aux choses sérieuses. Gardons nos plaisanteries pour ailleurs, pour le monde réel, comme on dit, quelle affreuse expression. Ici, au moins, nous savons où nous en sommes. Nous savons pourquoi nous y sommes. C'est moi où il fait très chaud ici. Je n'ai pas envie de voir mes chanteurs transpirer. C'est déjà assez dur de soutenir la note sans avoir trop chaud en plus. Évidemment, à Athènes, pendant la guerre, il n'y avait pas de chauffage du tout. Mais c'est une autre histoire. On gelait, mais est-ce qu'on se plaignait? Non, jamais. On remerciait le ciel d'être en vie. Madame de Hidalgo me disait, « Maria, je n'ai jamais vu personne souffrir en silence autant que toi. » C'était peut-être vrai. Sans doute j'étais d'une autre trempe, mais je n'avais pas le choix.
Puis j'ai été expulsé de Grèce pour avoir participé à des concerts devant l'occupant allemand. Et je ne chanterai plus jamais dans les théâtres grecs. Mais les gens se fichent de nos malheurs. Seul compte le travail et quelquefois... Je me souviens d'une élève à qui je demandais son nom, Sophie de Palme. C'était pas un nom idéal pour faire une carrière, mais il fallait bien faire avec. Je l'imaginais sur une affiche, Sophie de Palme Ah oui, et les trois nords du crépuscule des dieux de Wagner, celle qui tisse le futur. Il faut impérativement trouver qui on est. Et rappelez-vous, Dieu vous a donné une voix. Servez-vous-en. La voix est l'instrument principal de l'orchestre. C'est pourquoi donnez-vous le temps d'apprendre votre rôle et de le mûrir. Vous avez le trac? Mais vous devriez avoir un trac énorme. Tout ce public qui vous regarde à l'affût de votre voix, prêt à vous juger. Moi, j'étais morte de peur. Mais il ne faut pas. Si vous ne pouvez pas chanter, si vous avez des nerfs fragiles, les nerfs ont détruit beaucoup plus de chanteurs que les mauvais professeurs. Si vous êtes trop nerveux, vous manquerez de confiance en vous, parce qu'en réalité, vous manquez de préparation. Les répétitions sont essentielles. Je faisais une répétition avec piano seul à pleine voix, puis la pré-générale en costume pour m'y habituer, enfin la générale en costume, et je chantais tout l'opéra sans interruption. Ne négligez pas les récitatifs, qui se rapprochent du débit et des inflexions de la voix parlée. Enfin, les reprises. Ne jamais faire deux fois la même chose, faire vibrer la voix plus claire, plus sombre, étonner le public. Lorsque vous êtes sur scène, écoutez la musique avec votre âme et vos oreilles. Le compositeur a déjà pensé à tout. Vous serez surpris du peu d'intérêt pour les gens, pour ce que nous faisons. Des gens pour ce que nous faisons. Ça rend modeste. Mais la situation s'est améliorée. Il y a 150 ans, les gens rentraient, sortaient de l'opéra, riaient, parlaient, allaient boire et manger, et revenaient pour les grands airs uniquement. Et même sur scène, aujourd'hui, il arrive que vos propres collègues soient chacun à leur petite affaire. Je chantais au San Carlo de Naples, Abigail, la fille présumée de Nabucco. Tout va bien jusqu'à l'acte 2. Puis ils se mettent à brûler du papier au lieu de la vapeur. Du coup, j'ai la gorge sèche. Je ne sais pas comment j'ai pu continuer. Actes 3 et 4, très bien. J'ai fait un duo splendide avec un merveilleux mi bémol. Personne ne s'en aperçoit, ni le public, ni la critique. À quoi ça sert? Le maestro s'occupait de lui-même, c'est tout. Le metteur en scène aurait mieux fait de se noyer, il ne comprenait rien. Le baryton Becky était fatigué, tout enrhumé, et les critiques disaient qu'il est bien. Quant à Pini, qui joue le rôle d'Amalia, elle me fait pitié. C'est une gentille fille, mais une voix nulle. Et puis, enfin, Nabucco. C'est beau, mais quelle sacrée barre. Vous savez, ça rend humble. J'ai longtemps cru que notre art touchait tout le monde. Séraphin disait « Il vous faut porter des costumes magnifiques pour ceux qui, dans le public, n'écoutent pas la musique. » Travaillons. Je veux maintenant un silence complet et une concentration absolue. Prenons la Sonnambule de Bellini, donnée en 1955 à la Scala, dans une mise en scène de Visconti, sous la direction de Bernstein. L'histoire. L'histoire se passe dans un village suisse. L'intrigue, en quelques mots. Amina, pauvre petite paysanne, se retrouve dans la chambre à coucher du comte Rodolfo pendant une crise de somnambulisme, la veille de son mariage avec Elvino qui l'apprend et qui, fou de rage, arrache à Amina la bague de fiançailles pour la donner à une autre. Écoutez la musique. Elvino lui a brisé le cœur. Laissez-vous envahir par la musique, c'est si simple, tout est déjà là. Oh, se una volta rivedero io potessi. Qui est Amina? Qui est-elle vraiment? Une petite paysanne? Une victime innocente? Elvino lui a brisé le cœur. Avez-vous vu déjà le cœur brisé? Nous sommes à l'opéra, il faut se jeter à l'eau. Amina n'est pas somnambule, c'est un artifice. L'auteur a essayé de faire tenir debout une histoire idiote. Trouvez la clé de l'intrigue.
cœur brisé. N'importe qui peut marcher en dormant, mais très peu de gens peuvent pleurer en chantant. C'est difficile à expliquer avec des mots tellement plus faciles à montrer. Donc, à la Scala, je travaillais avec Visconti, un homme d'une grande intelligence, d'une grande finesse artistique et d'un caractère difficile. Il me faisait apparaître tout en haut de la scène, au moindre faux pas, je me serais tué en tombant, un sort qui n'aurait pas déplu à certaines de mes collègues assises au premier rang. Je suis là-haut, somnambule, le cœur brisé, inconscient de la mort qui me guette au premier faux pas, je suis prête. Tout est dans la musique. Écoutez, c'est tout. Ce n'est pas une note que je veux un éclat de douleur, la douleur de ce que l'on a perdu, perdu. Vous devez comprendre ça, perdre. Il ne s'agit pas seulement de chanter. N'importe qui peut sortir des notes, quoiqu'il faut connaître ses limites. C'est important, il faut interpréter. De quoi s'agit-il alors? De l'émotion. L'émotion d'Amina. Oh, je peux tout entendre dans ce seul oh. Essayer n'est pas assez, il faut faire. Essayer, ce n'est pas ça l'opéra. Les gens ne sortent pas de chez eux pour nous voir essayer, ils viennent pour nous voir faire. Oh, c'est una volta sola. Diction, diction, volta. Mordez dans les consonnes, il y a un T dans volta. Chaque mot a sa signification. Les voyelles sont les bruits confus du cœur, les consonnes leur donnent du sens. Oh, si una volta, rivederlo potessi, c'est tout ce qu'elle désire. Anzi che a trasposa e guidasse, qui se prépare à conduire une autre épouse à l'hôtel. Vana speranza, espérance vaine. Quelle expression terrible. Io l'ho perduto, je l'ai perdu. Et pour, ça c'est important. Et pourtant. C'est dur, bien sûr que c'est dur. C'est pour ça qu'il est important de le faire bien. On n'est pas sur un plateau de cinéma où n'importe qui peut se mettre à jouer. Non. Ressentir. Voilà ce que nous faisons ici. Je veux de la sève, de la passion. Je vous veux, vous. Quand je chantais, tout le monde comprenait de quoi je parlais grâce au travail préalable. Je prenais le livret acte par acte, puis je voyais si le personnage et la musique s'accordaient. J'apprenais la musique telle que l'avait écrite le compositeur. Enfin, j'apprenais les rôles méthodiquement. A, B, C. Je laissais mûrir en moi l'histoire, puis je la fredonnais. Je n'écoutais jamais les autres chanteurs. Vous devrez chanter pour gagner votre pain. Chanter pour votre salut. Alors, il vous faut un agent. Ceux qui connaissent l'opéra savent à quel point il est précieux d'avoir un agent. Meninghini a été mon mari et mon agent. Il a eu la présence d'esprit et l'honnêteté de respecter la chanteuse que j'étais quand ma voix en avait besoin. Sans lui, on m'aurait exploité, en me jetant probablement dans un coin quand je n'aurais plus servi à rien, ce qui arrive tous les jours dans le monde de l'opéra. La Callas a été la chanteuse la mieux payée de l'histoire de l'opéra. Si elle avait économiquement été à la portée de n'importe quel théâtre, elle ne serait jamais devenue la Divina, écrira Meneghini. Ouvrons une parenthèse rapide. Nous sommes en 1947 à Vérone. Zenatello, le directeur artistique des arènes de Vérone, est à la recherche d'une chanteuse pour la Gioconda de Ponchielli. Il veut une chanteuse peu chère, puisque les finances de l'opéra sont modestes. Il contacte Maria sur les recommandations d'amis. Elle quitte alors New York pour l'Italie, à bord d'un bateau de marchandises par souci d'économie. C'est à Vérone qu'elle rencontre lors d'un dîner Battista Meneghini, un riche industriel de Vérone, intelligent et grand amateur d'opéra. Il a 52 ans, elle en a 23. Le lendemain de leur rencontre, le 2 juillet 1947, il lui écrit « Très chère mademoiselle, je vous envoie le journal local d'hier qui évoque votre arrivée à Vérone. Je vais chercher le livret de la Gioconda, Battista Meneghini. PS, mon numéro de téléphone est le 3847. Fermons la parenthèse. Ce que je me tue à vous dire depuis le début, le mépris du détail, cette idée que rien n'est vraiment important alors que c'est une question de vie ou de mort, comme tout ce que nous faisons ici. Vous êtes Amina,
Soyez magnifiques, c'est de l'opéra. Vous êtes toutes seules sur scène. Faites-nous ressentir ce que vous ressentez. Montrez-nous cette vérité-là. Chantez pour votre salut. Comme les souvenirs du passé reviennent vite. J'étais à Mina ce soir-là et je demandais à Visconti « Pourquoi me fais-tu porter des bijoux somptueux alors que je suis supposée être une pauvre petite villageoise suisse ?» Et Visconti répondit « Tu n'es pas une villageoise, tu es Maria Callas en train de jouer une villageoise. » Le début d'un opéra est toujours le moment le plus terrible. Dans un silence absolu, ma voix emplit le vide de l'immense salle sombre. On se sent si seul, si vulnérable. Courage, c'est parti, jusqu'au dernier acte qui doit être le meilleur, car il va laisser au public une bonne ou une mauvaise impression de l'œuvre et de vous. Rappelez-vous, ne bougez jamais pendant les applaudissements, ça les abrège. Ce sont les applaudissements qui nous font vivre. Quelquefois, on n'a rien d'autre. À la fin de la Sonnambula, je n'entendais pas les applaudissements. J'étais perdu dans un rêve, somnambule comme Amina. Pourtant, j'étais là, sur la scène de la Scala, dans une robe somptueuse, lourde de frais diamants, des roses blanches dans mon chignon, de véritables roses arrivées de Nice le matin même par avion. Le fantôme de Maria Taglioni, écrivit un critique. J'étais belle, enfin. Et puis, voici le moment de génie de cette mise en scène de Visconti. Les lumières de la salle se rallument peu à peu, doucement, doucement pendant que je chante. Le public et moi, on s'éveille d'un même rêve. L'effet est inouï. Il n'y a jamais eu une telle soirée dans l'histoire de la Scala. Le public est d'une extrême élégance. Ils sont tous là, la Tebaldi, la Luigi, la Magnani, les princes de Monaco. Et je suis là, au centre de la scène du plus prestigieux opéra. Je fais éclater les notes comme la foudre. Je défie quiconque de m'égaler. Ils sont tous à mes pieds. À chaque phrase, je m'approche un peu plus de la rampe. Voilà, c'est fini, j'ai gagné. Qu'on me comprenne bien. J'estime qu'on doit être payé pour ce que l'on fait, et certains d'entre nous sont très bien payés. J'insiste sur le fait très simple que l'art, c'est la beauté, et que l'on doit être payé pour ça. Est-ce clair? Ne faites jamais de cadeaux. Un jour, ça finit par finir. Nous donnons tout au public. Et quand c'est fini, that's all folks, basta finito. C'est nous qui finissons les poches vides. Odato tutto a te. C'est ce que Médée chante à Jason quand elle apprend qu'il la quitte pour une autre femme, une femme plus jeune. Odato tutto a te, je t'ai tout donné, tout. C'est ce que nous, les artistes, nous faisons pour le public. Où en seriez-vous sans nous? Pensez-y, pensez-y. Si l'art ne peut pas changer le monde, il peut modifier notre vision de ce monde. Moi, je n'ai eu personne pour me donner des conseils, sauf Maestro Séraphin, qui a été la chance de ma vie, car il m'a enseigné le sens profond de la musique. Essayez de ressentir ce que le compositeur veut, que ça soit crédible. Faites travailler votre imagination, sinon il n'y a que des notes. Je me souviens avoir auditionné à New York devant Edward Johnson, un ancien ténor, au Met dont il était le directeur. J'étais vêtu d'une robe rouge à pois blancs, avec gants blancs, chapeau bleu à voilette et des escarpins dont j'ai appris plus tard qu'on les surnommait pompe de pute à la Joan Crawford. Navré, mais c'était l'expression. J'étais beaucoup trop grosse et je ressemblais à un drapeau américain chantant Madame Butterfly. Pas étonnant qu'on ne m'ait pas engagé. Nous sommes au cœur du sujet. Si vous avez l'intention de monter sur une scène comme si vous étiez nu et vous exposer au jugement des gens, vous ne pouvez pas vous permettre des états d'âme. Une représentation, c'est un combat. Vous devez gagner. Imposez-vous. L'art est une prise de pouvoir. C'est forcer les gens à penser qu'il ne peut y avoir qu'une façon de faire, qu'une seule voie, la vôtre. Et même Leonard Bernstein, lorsqu'il me dirigeait, oubliait qu'il était Leonard Bernstein en m'écoutant. L'art, c'est aussi un travail d'équipe.
Si vous êtes sensible, ne le montrez pas. C'est si simple, c'est toujours ce que j'ai fait. Parlons métier. Un chanteur doit connaître ses atouts, car après tout, notre art, c'est aussi du business. Il faut se vendre. Il ne faut jamais l'oublier. Un ténor, Grindy, que Dieu nous préserve les ténors, nous les sopranos. En fait, j'adore les ténors. Quand ils chantent, ça nous donne l'occasion d'aller souffler un peu dans le gorge. Je ne parle pas de Pavarotti, mon extraordinaire collègue à la voix d'or qui ne savait pas lire une partition. Écoutez sa voix. Ça devrait être remboursé par l'assurance maladie. Et maintenant, étudions la Tosca de Puccini et l'air de Mario Caravadossi, le peintre, au premier acte. Il est 10 heures, dans l'église Sant'Andrea della Valle, près du Corso, un beau matin de printemps. Mario a passé toute la nuit dans les bras de la cantatrice Floria Tosca, la plus belle femme d'Europe. Il vient d'achever le portrait d'une Madone dont les yeux bleus rappellent étrangement ceux de la marquise Attavanti, à la fureur de Tosca qui exige de les peindre noirs comme les siens. Je n'ai jamais vraiment écouté cette aria, car dans la coulisse, j'étais déjà Tosca, et je ne pensais qu'à mon entrée. Mario, Mario, ces deux mots lancés depuis la coulisse, et tout est joué. J'ai vu des publics entiers se retourner contre Tosca s'ils n'aimaient pas sa façon de chanter Mario, Mario. C'est un métier terrible qui m'a donné tant de joie. Une si grande musique, ça prend beaucoup d'énergie. Je me sens faible. Tosca est à la fois l'un des premiers rôles de la Gallas à Athènes en 1942 et aussi celui de ses adieux à Londres en 1965. Travaillons Lady Macbeth, la scène de la lettre, c'est bien. Entrez en Lady Macbeth. Entrez en Lady Macbeth de Shakespeare, en Lady Macbeth de Verdi. C'est capital une entrée. C'est la manière dont on se montre au public, dont on se présente dans la vie. Vous êtes sur scène, prenez-en possession, c'est de l'opéra, pas un récital. N'importe qui peut entrer et chanter. Un artiste, il entre et il existe. Ne manquez jamais de théâtraliser. Imaginez le château de Macbeth, le hall principal. Plusieurs pièces ouvrent sur cette salle. Un escalier monumental descend de l'étage supérieur. Il y a deux petites routes. C'est la nuit. Une tempête violente fait rage. Tonnerre, éclairs, pluie. Lady Macbeth apparaît en haut de l'escalier. Elle est vêtue somptueusement, une lettre à la main de son époux, Lord Macbeth. Elle semble agitée, son visage est tendu. Elle descend jusqu'à la rampe, rompt le silence et lit à haute voix « J'ai rencontré les sorcières le jour de la victoire. J'étais ravi de ce qu'elles me disaient quand les messagers du roi m'ont salué du nom de Thane of Cawdor. » Il ne faut pas faire semblant de lire. Il faut du vrai. Je veux du vrai. Mettez du ravissement dans votre voix. Thane of Cawdor. Elle en a tant rêvé. Mais il faut tuer le roi Duncan, et le général Macbeth est faible, elle le sait. Elle doit être forte pour d'eux. Vous êtes Lady Macbeth. Mordez dans ces mots, crachez-les, et lui redonne la force d'accomplir le crime de régicide. Le trône d'Écosse lui a été promis. Qu'attend-il? Lève-toi et règne, occupe ton rang dans ce monde. Cette nuit, c'est maintenant ou jamais, elle devient folle. Tout est dans la musique. Ne jouez pas. Écoutez Verdi, écoutez Shakespeare, écoutez la Callas. Ce n'est pas seulement un opéra, c'est votre vie. Vous connaissez ce passage dans Shakespeare? Vous voulez chanter cette musique sans connaître Shakespeare? Vous croyez que Verdi a composé son opéra sans connaître Shakespeare? Y a-t-il une chose pour laquelle vous tueriez? Un homme? Une femme? Une carrière? Vous devez trouver en vous un écho pour chanter cette musique difficile. Lorsque je chantais Médée, je sentais les pierres d'Épidore sous les planches de la Scala. Je me tenais là où se tenaient Médée, Électre, Clytemnestre. Il y avait un fil direct entre moi et Euripide. Ces personnages ont vraiment existé. Vous n'y croyez pas? Pour vous, ça n'est que de la fiction? Parce que vous êtes jeune, ça viendra avec le temps.
vous apprendrez combien la vie peut réserver de souffrance à une femme. Je n'ai jamais été jeune. Je ne pouvais pas me permettre ce luxe, pas si je voulais y arriver. Anyway, assez parlé de ça. Il faut plus qu'une jolie voix pour faire carrière, du Mut. Et ça, ce n'est pas rien. Vous connaissez ce mot allemand, Mut, qui veut dire courage? J'ai dû l'apprendre pour chanter Fidelio pour les Allemands pendant l'occupation. J'avais 18 ans ce jour-là. Il m'a fallu beaucoup de Mut. Moi, je n'aime pas toujours ce qui vient d'Allemagne, mais j'aime bien Mut. Je suis la Callas, la Divina. Je suis tout ce que j'ai voulu être. J'avais établi un pacte aussi diabolique avec moi que Lady Macbeth avec Lord Macbeth. Je suis devenue mince. Regardez-moi, une nouvelle Audrey Hepburn. J'ai eu 37 rappels ce soir. On dit qu'un étudiant a sauté du balcon pour moi. Il ne s'est pas tué. Alors, c'est qu'il ne m'aime pas vraiment. Toute ma vie, j'ai été seule. Et maintenant, chanter alors que je perds ma voix. Je m'en sors, je donne le chant, je l'ai toujours fait, mais je n'ai plus de voix. Peut-être que toute cette idée d'enseignement est une vaste erreur. J'ai essayé de vous transmettre ce que je ressens sur ce que nous faisons en tant qu'artistes, en tant que musiciens, en tant qu'êtres humains. Le ciel ne s'écroulera pas s'il n'y a plus de Traviata. Le monde continuera à tourner sans nous. Mais je veux croire que nous l'avons rendu meilleur. Plus je vieillis et moins je sais de choses, mais je suis sûr que ce que nous faisons est important. Vous devez savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Vous devez le décider. Ne croyez pas que chanter soit un métier facile. C'est l'œuvre de toute une vie. Ce qui est important, c'est que vous mettiez à profit ce que vous avez appris, le sens des mots, la diction, vos sentiments profonds, vos rêves. Pour me dire merci, chantez correctement et honnêtement. Faites-le, ce sera ma récompense. J'ai voulu continuer ma carrière au cinéma, mais d'autres l'ont immortalisé pour moi. L'acteur Tom Hanks, dans le film Philadelphia, écoute la Callas dans Mamma Morta alors qu'atteint du sida, il meurt. Meryl Streep, sur la route de Madison, dans sa cuisine, écoute Casta Diva. Anthony Hopkins, dans The Father, fredonne Casta Diva. Freddie Mercury, dans Bohemian Rhapsody, écoute Carmen. Enfin, Callas Forever de Zeffirelli et tant d'autres. Je termine par une maxime que j'ai fait mienne. I don't cry, I cope. Merci.